660e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous arrivez à vous dire, après toute cette vie politique, que pour une fois, vous n'étiez pas candidat dans cette élection présidentielle. Je baigne cependant dans une ambiance électorale, présidentielle, législative, etc. Mais je ne suis plus candidat. Vous avez remarqué qu'on a... Je n'ai pris ma retraite qu'à 90 ans. 91. Mais vous avez remarqué que le 21 avril, qui était le 20e anniversaire de votre présence au second tour de l'élection présidentielle, est presque passé inaperçu au milieu de la campagne actuelle. Eh oui, c'est évident. On fait tellement de choses que les gens ne peuvent plus les discerner. Alors, un commentaire général. La réélection du président Macron, le score de Marine Le Pen, ce deuxième tour. Un mot ? Oui, écoutez, au deuxième tour maintenant, il faut constater la victoire de Marine. Enfin, une victoire dans la défaite, mais une victoire peut-être minable et une défaite glorieuse. Et en l'occurrence, avec près de 42% des voix au deuxième tour, c'est-à-dire 13 millions d'électeurs français qui ont fait confiance à Marine et à Marine Le Pen. Je dis les deux choses parce que l'une ne va pas sans l'autre dans mon esprit. Et voilà, je crois que nous devons en tirer des conséquences pour l'avenir et nous organiser en particulier pour les élections législatives. Et là, je crois qu'il y a un problème de méthode qui s'impose pour maintenir une atmosphère de coopération nationale, en quelque sorte. C'est la proportionnelle intégrale. Dans la constitution des candidatures, une proportionnelle intégrale en se basant sur les chiffres justement obtenus lors de la présidentielle. Voilà. Et je pense qu'à partir de là, avec un esprit général d'entente offensive, eh bien, nous pouvons avoir des résultats remarquables et empêcher, freiner en tout cas, sinon mieux, le déclin de la France que M. Macron conduit de main de maître, si j'ose dire. Alors cet appel que vous lancez pour une proportionnelle intégrale, ce qui d'ailleurs est la recommandation frontiste de toujours et rassemblement nationaliste de toujours pour les élections législatives, c'est de l'appliquer à partir de la projection de l'élection présidentielle, des résultats des uns et des autres, qui sont séparés au fond par peu de choses et qui pourraient, avec une péréquation loyale, s'entendre de manière... Oui, et à condition de s'épargner un certain nombre de déclarations inutilement agressives et qui ne font plaisir qu'à nos adversaires. Au fond, autrement dit, dès lors que la loyauté est au rendez-vous, ça devient technique. C'est ça, absolument. On respecte chacun, chacun dans son couloir avec une alliance présentable devant l'opinion publique et à proportion intégralement des résultats obtenus et observables de la part des Français qui se sont exprimés. Oui, je crois que le programme est déjà tout constitué pratiquement, à très peu de choses près, identique pour les candidats au présidentiel. Il aurait donc facile de se réunir sur un programme commun, en tous les cas, que l'entente est un programme commun, et à partir de là, chacun s'efforce d'obtenir le meilleur résultat possible dans les circonscriptions qui leur seront attribuées. Alors vous avez vu qu'un sondage qui a été publié aujourd'hui montre que 33% des Français, l'ensemble du corps électoral, souhaitent cette entente, disons-le, Marine Le Pen, Rassemblement National, Reconquête Éric Zemmour, Dupont-Aignan, une partie des électeurs probablement des Républicains et aussi une partie des électeurs ruraux de Jean Lassalle, tout ça est perçu par les Français comme devant s'entendre à 33% de ceux qui ont voté. Mais quand on inclut l'ensemble du corps électoral, y compris les abstentionnistes, ça monte à 68%. Eh oui, c'est un résultat remarquable et prometteur, à condition de mettre en œuvre les bases de l'entente de façon loyale et de l'appliquer et de faire campagne, de mener campagne auprès des électeurs et des électrices qui ont toujours besoin d'être informés par d'autres sources que celles qui sont à la disposition du pouvoir en place. Proportionnelle, intégrale, appliquée à l'entente nationale, au fond, ou à l'entente, oui, nationale, on peut dire nationale, oui. Ou patriote, entente patriote, alliance patriote, proportionnelle. Le titre me paraît bien.
choisi. Alors, vous l'avez un peu pratiqué vous-même lorsque vous présidiez le Front National, parce que cette année, on le rappellera, il y a eu le 20e anniversaire du 21 avril, il y a aussi le 50e anniversaire en octobre de la création du Front National. Absolument. Cette façon de faire avec ceux qui avaient été des dissidents à un moment et puis que vous avez rattrapé plus tard et ainsi de suite, est-ce que ça veut dire que la mansuétude est possible en politique, le pardon des offenses et ainsi de suite, même quand ça a été rude ? Mais c'est indispensable parce que le combat politique est permanent. La concurrence est une réalité politique et elle s'accompagne souvent de coups qui ne sont pas toujours agréables à recevoir. Bon. Donc, par conséquent, il faut savoir tourner la page en politique pour aller vers l'avenir, ne penser qu'à l'avenir, ne pas et oublier les différents accrochages qui ont pu se produire et qui, en quelque sorte, font partie de la vie politique ordinaire, dirais-je. Ça, il faut l'oublier pour ne penser qu'à l'avenir, parce que la France est menacée dans son essence elle-même, dans son existence. Et donc, il faut que toutes les forces possibles se réunissent pour pouvoir remporter une victoire qui serait décisive, même si elle est minoritaire. Toutes les hypothèses sont possibles, et vous voyez qu'à gauche, autour de M. Mélenchon, une tentative de rassemblement est en cours. Alors évidemment, ça n'a pas l'air simple chez eux non plus, puisque les problèmes d'ego existent également. Par exemple, l'ancien président de la République, François Hollande, vient de dire que si le Parti socialiste acceptait de suivre Jean-Luc Mélenchon, il perdrait son âme. Bon. Vous voyez, donc tout le monde s'en mêle, et d'une manière à compliquer les choses plutôt qu'à les simplifier. Et puis on peut se poser la question par les projections électorales qui valent ce qu'elles valent, car interpréter l'élection législative ou les élections législatives à partir des présidentielles, de la présidentielle, ça ne marche jamais, ça. Mais ça peut influencer les comportements. Est-ce que vous pensez tout de même qu'avec sa volonté de demander aux Français de l'élire Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon a une chance de rassembler suffisamment pour réunir une opération qui mette en péril la majorité présidentielle issue de l'élection et espérée par Monsieur le Président de la République? Je ne crois pas que la gauche ait eu quelque chance, que ce soit d'apparaître maintenant, en tous les cas dans les conditions actuelles, comme une force d'alternance. Et par conséquent, cette alternance doit se situer très près de nous. C'est nous qui devons être... Quand je dis nous, je m'inclus en quelque sorte dans un combat dont je ne suis plus un acteur, mais un observateur non seulement bienveillant, mais attentif. Un pronostic dans tout ça, parce que, vous voyez, quand on cherche à savoir qui va choisir Monsieur le Président de la République comme chef du gouvernement, un gouvernement provisoire qui durera le temps des législatives, avant qu'on passe dans l'étape suivante en fonction du résultat des législatives et donc du périmètre parlementaire, il y a 50 noms qui circulent. Toujours cette volonté de la presse d'essayer de deviner quelque chose dont on n'a pas la moindre idée d'ailleurs et d'anticiper. Vous avez une impression là-dessus que... Peut-être Madame Macron. Ce serait une manière d'introduire un peu de monarchisme dans la République. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Alors le président de la République a dit il faut que ce soit social, il faut que ce soit écologique, il faut que ce soit productif. Oui. Alors parmi les amis de M. Macron, ça ne laisse pas beaucoup de choix, il faut dire la vérité. Mais il va essayer d'aller ailleurs, et alors, ce sera une indication, mais nous savons bien que le deuxième quinquennat est toujours dangereux pour le président, quel qu'il soit. Alors, je résume votre principal message. Proportionnel intégral entre les acteurs qui se revendiquent du patriotisme, tout le monde parle avec tout le monde, dans la loyauté et avec une péréquation liée au résultat de l'élection présidentielle. C'est bien ça. Tout compris. Et je souhaite que nos auditeurs et téléspectateurs le comprennent aussi. Alors un petit mot peut-être de la situation internationale. Vous savez que le président Poutine a un petit peu monté le ton en évoquant à nouveau la qualité exceptionnelle de certaines armes dont il dispose. Vous voyez que de plus en plus les Américains s'investissent ouvertement dans le conflit ukrainien, entraînant avec eux des éléments importants de l'armée française, en tout cas en type de matériel. Même l'Allemagne finit par livrer du matériel alors que l'Allemagne se tenait à distance de tout engagement militaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en gros. Est-ce que vous
pensez que ça peut encore déraper, cette affaire-là? Ah, tout à fait. Je dois dire, profondément inquiet de l'évolution de la situation, la progression constante des engagements à la fois politiques et militaires, en matériel, en technique, en discours, est inquiétante car elle participe d'un mécanisme qui, à mon avis, à un moment donné, peut échapper à la volonté humaine et nous conduire à un affrontement qui serait, en l'état des armements, quelque chose de terrifiant. Mais vous pensez tout de même que, autour du président Poutine, de son gouvernement, l'idée de passer par la force? Je ne sais. Ce sont des gens qui disposent d'informations que je n'ai pas et dont ils peuvent user, évidemment, à leur gré et selon leur tempérament et leurs opinions publiques, on ne sait pas. Je dois dire que là, il y a une inquiétude naturelle qui tient au secret diplomatique qui entoure généralement la discussion de ces problèmes. Marine Le Pen avait fait d'un thème principal et presque essentiel d'ailleurs de sa campagne, puisque tout le reste était implicite à cause du nom Le Pen qu'elle porte, la question du pouvoir d'achat. Vous savez qu'aujourd'hui ça flambe partout dans beaucoup de domaines où les produits de première nécessité prennent 20-30% et on s'en rend compte en faisant ses courses. La crise ukrainienne y est pour beaucoup, mais on savait que cette vague inflationniste arrivait sur l'Europe de l'Ouest en particulier. Jusqu'où ça peut tenir, ça, dans la manière sociale de faire sans faire de socialisme? Il me paraît qu'il y a là une quadrature du cercle et une difficulté essentielle à résoudre les problèmes qui se posent et vont se poser au président de la République. Et je dois dire que je croise les doigts. Après tout, il faut tout faire pour essayer que ça aille mieux. Et dans la mesure de nos moyens, nous le ferons. J'incline tous nos amis à le faire. Et surtout aujourd'hui, à s'unir au-delà des difficultés du passé, des injures réciproques, bref, du passif naturel à toute action politique, pour ne penser qu'à l'avenir, qu'on peut construire, on peut forcer le destin. Autrement dit, parce qu'il y a un exemple qui me vient à l'esprit, vous savez qu'un vol qui venait de New York et qui allait atterrir sur Paris a connu une difficulté, puisqu'il semblerait que le principal pilote ait remis les gaz quand l'autre voulait atterrir. C'est un peu la situation, ça, de la droite nationale ou du camp des patriotes, pour ne pas parler de droite d'ailleurs. Il y en a un qui pousse dans un sens ou dans l'autre. Bon, ça s'est rattrapé in extremis, mais les boîtes noires montrent l'erreur. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une erreur humaine avant le crash électoral législatif? Il faut que ce soit le commandant de bord qui ait le dernier mot et que le second laisse la main. Et je crois que dans ce domaine, c'est à Marine Le Pen que revient la responsabilité de mener le jeu. Alors nous avons cité deux ouvrages, l'un qui est publié par Culture et Racines, c'est une maison d'édition que nous connaissons bien, et qui concerne George Soros. George Soros, qui inspire la politique mondialiste. Alors évidemment, c'est un énorme livre, il vient d'arriver. C'est l'ennemi numéro un, à la fois de notre camp, de la France, et même du monde, car c'est un des facteurs d'iniquité de la politique mondiale. Donc je pense que ça vous intéresse. J'insiste sur la maison d'édition, car elle est à la fois très productive, et elle nous est proche. Et puis alors, ce petit livre qui est arrivé, qui vient de Jean-Eudes Gana. Jean-Eudes Gana a été l'animateur d'un lieu qui a été la cible du ministre de l'Intérieur, de l'actuel, de M. Darmanin, puisqu'il a été fermé au nom du conspirationnisme, enfin, sous les attaques antifa multiples. Il s'agit de l'Alvarium. L'Alvarium était un bar associatif à Angers qui a été la cible de toutes sortes d'attaques. Et alors, quand on est attaqué maintenant, et c'est particulièrement vrai dans le cas de ce récit, eh bien, on est l'auteur des attaques que l'on subit. C'est bien connu, vous avez connu ça. Pourquoi l'Alvarium? Eh bien, précisément parce que M. Gana a eu le courage et l'intelligence
d'exposer le problème aux Français qui en jugeront, je l'espère, nombreux en lisant cet ouvrage. Merci Jean-Marie Le Pen. À très vite.